On va commencer cette journée avec l'énergie des plantes. Alors, je vous invite à fermer les fascicules qui ne sont que la conférence pour que vous puissiez suivre, plutôt prendre des notes et interagir, et pas regarder et lire en même temps. Donc voilà, on va commencer avec l'énergie des plantes. Les plantes, donc ce qu'elles peuvent nous apporter au dehors de l'aspect matière pure et dure. Et ça va être aussi une introduction avec ce qu'on va voir après, parce que quand on va évoquer l'énergie des plantes, on va forcément évoquer bien le principe des esprits de la nature, en tout cas en partie. Déjà, il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'organisation précise, mais j'ai essayé un petit peu de hiérarchiser tout ça. Et on va commencer avec avec le principe même de la vibration des plantes, en fait, de l'aura des plantes. C'est le même principe que pour nous. Pour un corps humain, on a une aura. On a notre matière, on a tous les champs autour qui nous composent, les champs dans lesquels circulent nos énergies à travers les méridiens, à travers les nadis, à travers les chakras, les champs dans lesquels se situent nos pensées, nos émotions et tout ce qui va venir accrocher et accorder notre être incarné avec notre âme. Les plantes ont aussi cette émanation. C'est le même principe. Elles ont autour d'elles une sorte de vibration comme un halo de lumière qui, comme pour nous, va faire une espèce de sphère vibratoire autour. Ce qui est intéressant avec cette information, c'est que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on est capable de vérifier avec des appareils scientifiques. Donc là, je vous invite à ouvrir le fascicule sur la deuxième page et vous aurez une photo qui a été réalisée avec une caméra particulière, la caméra Kirlian, et qui montre une feuille et l'émanation qui s'en dégage. Vous voyez aussi que cette feuille, on en a coupé un morceau, et pourtant on a toujours dans son aura la forme complète. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on va trouver chez l'humain, quand par exemple, on a la douleur d'un membre fantôme. Dans la matière, il va manquer un membre, mais dans l'aura, ce membre existe toujours. C'est exactement le même principe. Donc là, c'est juste cette intro pour vous dire, les plantes, en fait, sont exactement comme nous. Parce que tout ce qui est vivant, donc à ce moment-là, on va considérer l'homme, bien sûr, l'animal, les plantes, les minéraux. Tout ça, ça va partir d'un même principe fondamental et ça va avoir une émanation, une aura. Derrière, ces plantes, elles vont avoir aussi une sorte d'esprit. Ici, on va voir ça comme une conscience. C'est-à-dire que quand on va parler de l'aura d'une personne, c'est pas sa personnalité, c'est pas sa conscience. C'est un peu comme notre corps de chair, c'est pas ça qui représente ce qu'on est à l'intérieur. Les plantes, c'est pareil. Quand on va travailler, être dans l'énergie, on va pouvoir communiquer avec les plantes. Certains font de la communication animale. Eh bien, on va pouvoir faire également de la communication végétale, comme on peut faire de la communication minérale. Et ici, il faut pas s'imaginer que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'élitiste. C'est exactement le même principe que la communication animale. C'est juste en adaptant avec des sensations, avec des perceptions. Donc, on ne va pas parler à une plante comme on parle entre nous avec des mots, parce qu'ici, il s'agit d'un langage qui est totalement mental, mais on va pouvoir émaner quelque chose et interagir avec elle. Et ici, c'est vraiment intéressant parce que si on commence à interagir avec les plantes dans cette conscience, on va pouvoir voir chez nous, par exemple, si elles se trouvent bien à l'endroit où elles ont été posées, si dans leur peau, elles ont assez de place, trop, pas assez d'eau. On va pouvoir voir déjà les petites bricoles qui vont nous permettre de les aider à croître. Mais en plus, on va pouvoir aussi travailler dans un potager pour évaluer à quel endroit une plante va être au mieux pour pouvoir donner un maximum de légumes ou de fruits, etc., etc. Donc, on peut travailler directement avec une plante en tant que telle. On peut travailler avec une plante en tant que telle, par exemple, quand on voit un arbre qui est malade et commence à dire: «Mais c'est quoi le problème?» Et là, ça peut nous envoyer des images de: «Mais regarde, j'ai un clou qui est planté, qui est complètement en train de zigouiller tout. Ici, j'ai une pourriture ou quelque chose que nous, on ne voit pas forcément à l'œil et qui peut nous permettre, derrière, d'agir». Donc voilà, bien différencier l'aura d'une plante ou d'un arbre. Quand je dis plante, on considère plante, fleur, végétale, hein, arbre, et son esprit, on va dire, ou en tout cas, cette capacité de reliance et de réaction. Ça marche jusque-là? C'est logique, mais ça permet aussi d'introduire les choses. Les plantes ont ce qu'on appelle, alors ici, c'est un jargon, comment dire? C'est de la bioénergie, donc c'est une façon de parler qu'on peut trouver différente quand, par exemple, on va travailler en chamanisme ou autre. Mais moi, je vais proposer ce jargon qui est assez new age et qui nous permet de comprendre. Les plantes ont une relation avec ce qu'on appelle une âme groupe. On va dire que nous, quand on parle de réincarnation pour l'humain, on parle de l'humain qui, une fois décédé, monte dans une espèce de grand tout avant de se réincarner en humain et évoluer ainsi de suite.
Alors bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça, mais on va résumer pour aujourd'hui. Les plantes, c'est un peu la même chose, mais elles vont être dans des âmes groupes, c'est-à-dire qu'un chêne appartient à l'âme groupe des chênes. Après, peu importe, ce soit un chêne vert ou un autre chêne, on prend vraiment les chênes. Les érables, il doit en exister 20 sortes différentes, mais il y a l'âme groupe des érables. Vous voyez l'idée? Et du coup, ces âmes groupes, si vous voulez, c'est vraiment une sorte de grande émanation qui permet à la plante de suivre aussi un principe de réincarnation. Donc une plante va ainsi, une fois décédée, remonter dans cette âme groupe pour pouvoir ensuite se réincarner dans une autre plante. Elles suivent le même processus que nous parce que tout ce qui touche au vivant suit ce process de réincarnation. Cette âme groupe, en elle-même, c'est aussi une conscience. Et nous, en tant qu'humains, on peut se connecter à une âme groupe. Donc, par exemple, mon pommier est mal en point. Bon, je me connecte au pommier dans la communication que je vous ai présentée précédemment, mais il ne sait pas me dire pourquoi il va pas bien. Alors, il me montre bien qu'il est en souffrance, mais impossible pour lui d'expliquer pourquoi. Je vais me connecter à l'âme groupe des pommiers, et là, tout d'un coup, je vais avoir des informations complémentaires. Parce que là, comme il y a une conscience de tous les pommiers, cet âme groupe va pouvoir me dire, mais attends, il y a telle maladie à tel endroit, tel symptôme à tel endroit, regarde, ça concorde, etc. Je vais pouvoir ainsi diriger une action peut-être sur ce pommier. Comprenez l'idée de l'âme groupe? Alors, en bioénergie, on considère que, contrairement par exemple en bouddhisme, où on va dire que l'humain était un animal et peut redevenir une plante et il y a cette inter-incarnation. Ici, on considère que l'incarnation est assez bloquée. Et du coup, ce principe d'âme groupe, c'est la même chose pour les animaux. Un chat, par exemple, fait partie de l'âme groupe des félins. Il pourra se réincarner en lion, en panthère, en chat, mais théoriquement, il ne se réincarnera pas en cheval, dans cette idée-là. Et ça marche aussi pour les minéraux. Attention, je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est vrai, ni que c'est faux. Je dis juste, c'est un point de vue. Et quand on va travailler avec l'énergie des plantes, on peut se connecter donc à ce principe d'âme groupe. Donc, que ce soit vrai ou pas sur le plan de l'incarnation, l'âme groupe, en tout cas, elle, vibratoirement, on peut tout à fait s'y connecter. Pour s'y connecter, qu'il s'agisse de l'âme groupe ou de la plante, suffit de mettre de la conscience, hein. On se stabilise, on s'assure d'être bien enraciné, bien ancré, et on demande à l'âme groupe de telle plante de se présenter à nous. Et on va avoir une vibration, quelque chose devant nous qui va venir se manifester. Libre à chacun ensuite de faire acte de tout son potentiel, conscient et inconscient, pour communiquer. Il y en a qui vont pouvoir entendre, il y en a qui vont voir, il y en a qui vont être en télépathie, il y en a qui vont toucher. Ici, chacun va y mettre sa façon de travailler avec l'énergie. Mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle tout le monde peut se connecter. Ça marche? Vous dissociez bien l'aura, l'esprit de la plante, l'âme groupe qui représente, en fait, si vous voulez, l'âme groupe de l'homme, c'est l'humanité. Donc on a l'homme individu, on a l'humanité dans son ensemble. Et l'homme par essence est connecté à l'individu, à l'humanité, et l'humanité par son essence représente l'homme. Mais ça reste quand même deux choses différentes tout en étant un. C'est bon? Et pour finir avec ce côté un petit peu, on va dire, esprit en quelque sorte de la plante, je voulais vous parler d'un aspect qui n'est pas vraiment mis en avant en Occident, et pourtant, nous, on est très friands en Occident du principe de l'animal totem. Alors c'est discutable parce que en Amérique latine, ils n'en ont jamais parlé, ils parlent d'esprit médecine, c'est autre chose. Nous, on a ramené l'animal totem. C'est pas quelque chose de mal, hein, on peut travailler avec ces énergies. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que on a l'animal totem, mais on a aussi des végétaux totems, comme on a des minéraux totems. Donc si vous êtes intéressé un petit peu à savoir quel est votre animal totem, bah essayez de vous intéresser quel est votre végétal totem. Et vous verrez que c'est hyper intéressant aussi de voir, ah oui, j'ai telle corrélation, telle énergie qui m'accompagne, etc. Vous voyez un peu ce que c'est ce principe de totem dans ce qu'on a ramené. C'est pas un animal qui nous accompagne, hein. C'est pas un animal de compagnie, c'est une vibration, c'est une vague. Quand je porte l'animal totem du cheval, c'est que dans ma vie, je suis dans une période, soit je cours, soit j'ai besoin de courir. Le cheval, c'est celui qui m'emmène au galop. Donc à ce moment-là, je porte avec moi l'énergie du cheval, l'énergie du totem. Et c'est une vague qui m'entraîne. Et un jour où je n'ai plus besoin de courir, bah, je vais changer de totem. Et c'est quelque chose de cyclique. Alors on peut aussi avoir des totems de naissance qui nous accompagnent toute notre vie, mais on a plusieurs totems en fonction de sur quoi est-ce qu'on surfe actuellement. C'est pareil pour les plantes et pour les minéraux.
Donc si le sujet vous intéresse, vous allez sur mon blog, j'ai mis alors vous avez un PDF avec les animaux totems et leurs représentations et vous avez un PDF avec les végétaux totems et leurs représentations. Donc si un jour vous vous dites: «C'est marrant, moi, je vois toujours, je suis très attiré par cette plante, celle-là en particulier» ou toujours je vois des images de telle plante, c'est quelque chose de récurrent, allez voir à quoi ça correspond dans son essence et vous allez être agréablement surpris parce que ça sera en corrélation soit avec ce que vous vivez, soit avec ce que vous sentez avoir fondamentalement besoin de vivre. Donc ça aussi, ça fait partie pour moi de l'énergie des plantes, aller les chercher en végétaux totems. Des questions? Donc voilà pour la partie vraiment sur les plantes, sur leur énergie pure et dure. Maintenant, je vais vous proposer d'aller un peu plus en profondeur en allant sur des éléments plus entre guillemets concrets et en tout cas plus manifestés. Je vais vous proposer là d'aller en forêt. Psychologiquement parce qu'il pleut, donc on va y aller. Parce qu'on va aller s'intéresser justement aux arbres et aux forêts. Quand on va parler d'un arbre, on est d'accord, on a son aura, on a son esprit avec lequel on communique, que je vous ai proposé, et on a son âme groupe. On a aussi des habitants là-dedans. Alors bien sûr, on a des oiseaux, on a des insectes, mais je vous parle dans le non incarné. Et là, ça va être déjà une première transition avec ce principe des esprits de la nature. Pratiquement chaque arbre, alors, peut-être pas arbuste, il faut qu'il devienne assez grand, mais chaque arbre va avoir un habitant. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ou de quoi est-ce qu'il s'agit? Non. Les sylvains, ça, ou peut-être que dans ton jargon, c'est le même mot que le mien, mais pour moi, les sylvains, c'est les représentants des forêts. Ça va être, comment dire, un peu tous les esprits de la nature qui vont se manifester sous cette appellation. Et dans ces sylvains, il y en a un spécifique aux arbres. Les faunes. Exactement. Alors les faunes, nous, on en a une représentation parce que le panthéon gréco-romain les a vraiment installés. Les faunes, c'est des êtres humanoïdes avec des cornes et des pattes de bouc. Eh bien, ils ressemblent à peu près à ça. Bon, ils sont plus grands que dans le panthéon gréco-romain, parce qu'ils peuvent mesurer plus de 2 mètres. En fait, ils sont plutôt en proportion de l'arbre dans lequel ils habitent. Et c'est vraiment, ils sont complètement interreliés à l'arbre. Donc, quand vous allez devant un arbre, vous pouvez causer à l'arbre et vous pouvez communiquer avec son occupant, le faune. Donc ici, vous avez un esprit de la nature qui, bien sûr, dans une autre dimension, habite cet arbre. J'ai pas dit habite à l'intérieur. C'est vraiment une forme de fusion. D'ailleurs, quand vous l'invitez à sortir de l'arbre pour pouvoir entrer en communication, sur 1 ou 2 mètres, c'est OK. Si vous l'invitez au-delà, il n'aime pas du tout. Cet éloignement avec l'arbre le met très mal à l'aise. Ce faune, pareil, hein, c'est comme pour avec l'esprit de la plante. On peut aller, certains vont les voir, certains vont les toucher, certains vont les entendre, et cetera, communiquer. On arrive même sur certaines photographies à les prendre parce que ça fait comme un effet, comme de la chaleur, un effet un peu de flou qui se manifeste devant l'arbre. Bon, faut encore qu'ils aient envie de se montrer. Le faune, du coup, c'est vraiment une interaction qui peut aussi nous aider à savoir, bah, tiens, pourquoi ton arbre va pas bien? Puis là, il va vous montrer l'image d'un clou. C'est aussi, voilà, on peut interagir directement avec lui pour ressentir et voir qu'est-ce qui se passe dans l'arbre que le faune habite. C'est assez surprenant, hein, parce que là, on passe vraiment sur quelque chose qui est dans les esprits de la nature, mais qui fait partie quand même du process. Et quand on commence à s'intéresser aux plantes, si on ne s'intéresse pas à leurs habitants non incarnés, on passe vraiment à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que les faunes, évidemment, qui habitent là-dedans. Il y en a d'autres. Par exemple, dans les nymphes, on a les dryades, qui sont les nymphes des arbres, qui vont aussi habiter les arbres. Alors, je dis pas qu'il y a une nymphe dans chaque arbre. Un faune, oui, mais régulièrement, on trouve aussi des dryades dans les arbres. Et puis, pour tous ceux qui touchent un peu au monde féerique, on peut trouver des fées ou des machins comme ça qui habitent la cime ou autre. Mais le faune, c'est presque non négociable. S'il n'y en a pas, on tombe sur une exception absolue. Quand j'ai fait ma formation sur les esprits de la nature, qui arrive prochainement en ligne, j'ai tchatché avec les faunes, et de ce que j'ai compris, il y en a qu'un seul par arbre. Je suis jamais tombé sur un arbre qui a 2 faunes. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis juste que moi, perso, j'en ai jamais trouvé, et quand j'ai communiqué avec, ils avaient l'air de dire que non, ils avaient chacun leur arbre, ce qui n'empêche pas une communication, parce que comme ils sont reliés à l'arbre, par le principe même du mycélium et des racines, ils sont connectés à tous les arbres, hein. C'est juste que pour le coup, il y en a un habitant par arbre.
Le faune, ça pose aussi un autre souci parce que quand tout va bien, le faune est content et la vibration autour est très bien. Quand l'arbre est malade, le faune n'est pas très content ou pas très bien. Et là, on a une émanation. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'aura de l'arbre, l'esprit de l'arbre qui sont en PLS, mais en plus ses occupants qui sont mal en point. Donc là, quand vous avez une plante desséchée ou un arbre mal en point chez vous, vous verrez que la vibration autour est assez dramatique. Quand vous avez une branche qui casse, par exemple, suite à un orage ou quoi, et que vous voyez la sève qui coule, vibratoirement, c'est pas très commode d'être à proximité parce qu'on va ressentir, un peu le désarroi de l'espace à cet instant. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas tailler les arbres ou tout ça, je vous en parle après pour le faire avec, cœur. Je dis juste que quand c'est fait comme ça brutalement, c'est problématique. Et alors le pompon, c'est quand on a ces coupes forestières, les coupes à blanc. Alors là, les coupes à blanc, c'est, une vraie horreur sur ce principe-là. Alors déjà visuellement, c'est quand même pas terrible, mais le faune qui se retrouve avec l'arbre coupé ne comprend pas ce qui se passe parce que, c'est trop brutal. Donc il se retrouve désemparé parce qu'il cherche son arbre avec la conscience qu'il ne l'a plus. Je vous ai dit qu'après 2 mètres, de distance, il était déjà un petit peu mal en point, mais alors là, il y a carrément plus d'arbre et quand vous vous retrouvez devant une coupe à blanc, si vous vous connectez à la vibration, vous verrez que c'est glauque et un grand, grand désarroi parce que vous avez tous ces esprits de la nature qui sont complètement paniqués. Alors à ce moment-là, on peut interagir avec eux sur le même principe qu'on interagit avec les plantes, qu'on interagit avec les âmes groupes ou autres. C'est-à-dire qu'on peut s'installer devant, on se pose, et là on va envoyer une énergie de cœur. C'est-à-dire qu'on va mettre des pensées qu'on va essayer de faire traduire par notre cœur pour dire, OK, je m'adresse aux faunes, vos arbres ont été coupés. À un moment, faut le dire. On y met du cœur, mais faut le faire ressentir. Vous allez peut-être sentir une montée de désarroi, vous canalisez. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et là, vous les invitez, vous leur dites simplement de se rediriger dans la forêt pour aller trouver un arbuste qui n'a pas encore son faune et aller habiter cet arbuste qui sera sa nouvelle maison. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, puisqu'à chaque fois que je tombe sur une zone coupée à blanc, je le fais, je peux vous assurer qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, vous avez cette ambiance qui change absolument parce que le désarroi se transforme en compréhension, puis en soulagement. Et au moment où vous leur expliquez, juste avant qu'ils partent, vous sentez vraiment la gratitude d'avoir pu leur transmettre cette information. Et là, c'est quelque chose que vous recevez pour le coup. C'est un paiement, j'ai envie de dire, mais de cœur. Ils vont aller habiter un autre arbuste et vous verrez que la zone, bien qu'elle soit coupée à blanc, même d'un point de vue visuel, c'est moins affreux que ça ne l'était avant quand c'était complètement dévasté. Et la croissance et la luxuriance derrière sont, à mon sens, exponentielles. Ça reverdit beaucoup plus vite et ça recroît beaucoup plus vite. Parce que vibratoirement, on est sur un lieu sain. Ce qui est paradoxal, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une forêt avec des superbes arbres et ressentir cette angoisse. Pourquoi? Parce que nos forêts, elles sont pratiquement, il y en a très peu des primaires. Donc vous êtes sur des endroits qui ont été rasés et qui ont été replantés. Mais tout ce qui a été rasé, vous avez toujours ces faunes qui sont dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Le temps n'existe pas. Donc pour eux, c'est aujourd'hui, demain et qui sont dans ce désarroi. Donc vous pouvez être dans une forêt où il y a des arbres et vous sentez ce désarroi. Vous vous connectez, vous dites: «Il y a du faune, en PLS, les gars, il est temps aujourd'hui d'aller retrouver un arbuste qui n'a pas son faune» et vous pouvez ainsi redonner aux forêts une vibration très, très lumineuse, simplement parce que ça vous a rien coûté. Vous pouvez le faire en marchant, vous arrêtant, vraiment, ça ne vous coûte rien d'autre que l'intention de partager cette information avec les esprits de la nature, les faunes en sont. Et ça, c'est déjà une première approche et une première reliance pour ressentir les esprits de la nature. Parce que leur apporter déjà une information, c'est leur accueillir le fait que vous en receviez à votre tour. Et si un jour c'est intéressant pour vous de travailler avec les esprits de la nature, dites-vous que c'est donnant-donnant. Mais le donnant, il peut être simplement leur amener du respect, de la compréhension et les accompagner. Quand vous êtes sur moi je le fais quand je suis en voiture, je vois une zone coupée à blanc, je peux pas m'arrêter systématiquement. Dans ces cas-là, vous pouvez déléguer. Alors, vous déléguez à qui vous voulez, ça vous appartient. Est-ce que vous êtes dans votre essence connecté à Gaïa? Est-ce que vous êtes dans votre essence connecté à Isis, qui est une représentante de la Terre? Est-ce que vous êtes représenté à Marie, qui est une représentante de la Terre? Ça vous regarde. Et là, en conduisant, je demande à Marie, je demande à Isis, je demande à Gaïa, ou qui vous voulez, ça vous appartient, d'intervenir sur cette zone pour accompagner tous les esprits de la nature qui ont besoin d'être accompagnés.
Et si vous vous dites: «Mais pourquoi je le fais pas systématiquement?» Ben, parce que regardez, moi je suis content d'être assis sur du bois, c'est joli, il y en a partout autour de moi. Donc je suis acteur, hein, de cette déforestation, peut-être indirecte, mais à un moment nous ne l'aurons pas, hein. Donc du coup, c'est aussi une responsabilité pour moi d'intervenir pour dire aux faunes de le faire. C'est une façon un petit peu de payer ma dette, de pouvoir profiter de tous ces éléments. Donc quand je ne peux pas, je le fais en déléguant, mais quand je peux, je le fais par moi-même, c'est une façon de se responsabiliser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si vous voulez déléguer en permanence, c'est très, très bien. Au moins, vous faites quelque chose. C'est à vous de voir. Les faunes, hein, pour les avoir canalisés, quand on travaille avec eux, c'est des énergies d'introspection, de connexion. Ils vont vous emmener dans vos propres racines, ils vont vous emmener à l'intérieur de vous. Donc moi, je suis allé dans des zones de moi-même en développement personnel que j'aurais eu beaucoup de difficultés pour y accéder si j'avais pas été accompagné par la vibration des faunes. Ils vous reconnectent aussi à ce réseau racinaire, donc vous avez une reconnexion à la terre et ils m'ont permis d'amplifier, hem, le lien avec les esprits de la nature, la connexion. C'est vraiment par les faunes. Alors il y en a plusieurs des esprits de la nature qui facilitent ça, mais les faunes, en fait, ils sont connectés à tous les esprits de la nature puisque ce sont les habitants directs des arbres, des forêts et de tout ça. Donc par essence, ils sont fondamentalement là. Donc ça augmente vraiment heu, notre connexion avec les esprits de la nature quand on leur demande de nous faire un soin ou en tout cas une intervention. Ils vont venir réaccorder des éléments en nous, reconnecter des choses qui vont décupler notre capacité à se connecter aux esprits de la nature. Donc du coup, je continue, mais vous allez voir tout s'imbrique évidemment. Là, on va partir un peu plus en forêt. On était sur les arbres, on va en forêt, avec ce qu'on appelle, aussi les gardiens des forêts. Est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est les gardiens des lieux. Pour chaque habitation, chaque jardin, chaque élément, il y a un représentant non incarné évidemment. Pour chaque lieu, donc vous avez un gardien, donc quelque chose de non incarné. Comment dire? Par exemple, sur le terrain que j'habite, j'ai fait construire une maison, mais avant que je fasse construire la maison, il y avait, déjà des habitants non incarnés, des esprits de la nature ou d'autres, gardiens. Un gardien, ça peut être, par exemple, pour une église, un ancien prêtre qui s'y est trouvé très bien, qui a terminé sa mission sur terre, qui a monté dans la lumière, mais qui décide de laisser une émanation de lui en tant que gardien d'une église. Hein, ça peut être nous aussi qui faisons acte de gardien. Et sur un terrain qui a de départ est donc naturel où je vais construire, ben, les occupants non incarnés, il y a des gardiens. C'est un peu comme nos animaux qui ont leur territoire, si vous voulez. Bon, un peu plus intelligemment que ce principe de territoire, mais en tout cas, il y a des zones avec ce principe. Donc le gardien, il est là pour protéger, pour veiller, surveiller. Et donc la forêt ne fait pas exception. C'est-à-dire que pour les forêts, il y a des gardiens. Alors ces gardiens, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être ce qu'on appelle des devas, ça peut être des esprits de la nature, ça peut être des faunes entre guillemets supérieures, donc un arbre majestueux qui contient un faune gigantesque qui va tenir ce rôle. Des fois, on a un seul gardien, des fois, on en a plusieurs. Et ces gardiens, du coup, sont censés gérer justement l'écosystème. Donc, par exemple, s'il y a un arbre qui tombe, c'est le gardien qui va gérer et dire aux faunes, faut que tu ailles à un autre endroit. Un arbre qui tombe et une zone coupée à blanc, c'est deux mondes différents. Un arbre qui casse ou qui est coupé, le gardien peut intervenir. Une zone coupée à blanc, il est complètement dépassé. Et ces gardiens, si vous voulez, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on les considère, ça change totalement, mais alors totalement, notre approche du bois. Si moi je rentre dans le bois, je fais ma promenade, je vais cueillir des champignons, je ressors, je fais une promenade, j'ai cueilli des champignons. Si à l'orée du bois, je présente et je salue les gardiens en expliquant ce que je vais faire, donc là, hein, en pensée, hein, on n'est pas obligé, on peut verbaliser à haute voix, on peut juste le dire, ça passe par le cœur, c'est traduit. Je suis Thomas, je viens dans cette forêt pour me promener, pour cueillir des champignons, si c'est OK pour vous. Sinon, faites-le moi ressentir. Si vous n'êtes pas sensible, je peux vous assurer que s'ils sont pas d'accord, vous allez quand même le ressentir. Donc s'ils sont d'accord, vous sentez rien, vous y allez. S'ils sont pas d'accord, vous allez dire: «Ouh là là». D'ailleurs, votre promenade, sans vous en rendre compte, sera déjà vous trouverez pas de champignons et elle sera beaucoup plus raccourcie. Mais ce qui est vraiment bluffant, c'est que quand on passe par ça, par cette demande, il nous ouvre les portes du monde invisible. Donc si vous voulez découvrir les énergies dans les bois, les esprits de la nature, faites la demande au gardien, il lève les voiles. C'est comme s'il nous est passé un portail qui fait que tout d'un coup, on va avoir conscience de tout ça. Et c'est là où c'est vraiment bluffant
Parce que tout à l'heure, quand on va aller faire, cette rando, la pluie, heu, on passera avant tout par la demande aux gardiens pour lever le voile et on ira à la rencontre de ces gardiens parce que dans le bois où on a le privilège de les connaître, donc je pourrais vous les présenter «plus personnellement» entre guillemets. Mais essayez, hein. Prochaine fois que vous allez vous balader, juste à l'orée du bois, «Bonjour aux gardiens, je viens faire ça, merci de m'accueillir». S'il y a quoi que ce soit, où tu es pas d'accord, tu me le fais sentir. Moi, je dis même: «Si tu as besoin que j'intervienne pour quelque chose dans le bois, fais-le moi savoir» et c'est parti. Intervenir dans le bois, ça peut être, sans vous en rendre compte, ils vont vous diriger vers une zone coupée à blanc, vers un arbre qui est mal en point. Ou ceux qui sont dans la perception vont dire: «OK, il faut que j'envoie un soin», j'en sais rien, là, j'affabule, mais ça peut être tout n'importe quoi. Moi, ils m'ont déjà emmené, avec des amis sur une zone, il y avait des bidons en plastique. Bah, tu comprends qu'ils veulent pas qu'ils restent là, les bidons en plastique. Donc ça, c'est assez génial, parce que c'est ça, en fait, le secret pour accéder aux esprits de la nature. C'est simplement la demande au gardien avec alors jamais avec soumission, mais avec respect et c'est là où ils ouvrent la porte. Mais quand on y réfléchit, c'est un peu logique. Parce que si moi, dans l'incarné, je suis le gardien de ma maison, puis vous rentrez, par la fenêtre sans prévenir, vous allez pas vous sentir à l'aise. Vous allez vite ressortir. Alors que si je vous accueille par la porte, je vous fais rentrer, vous venez chez moi, mais vous allez voir tout ce qu'il y a que vous n'auriez pas vu en rentrant par la fenêtre, en ayant la trouille d'être chopé. C'est un peu le même principe, si vous voulez. Des questions pour les gardiens? Pour ceux qui font passer les âmes, c'est pas rare que les gardiens vous demandent de nettoyer le bois des âmes, qui sont décédées. Parce qu'on a je vous dis, nos bois, forêts en France sont quand même assez récents malgré tout. Donc il y a des mémoires de guerre, de conflits ou d'anciennes on tombe sur des villages, en ruine. Il y a forcément des âmes qui n'ont pas été accompagnées. Ils peuvent vous demander parce que vibratoirement, ça fait baisser le lieu, donc ça nous permet de lui redonner son éclat. Et pour finir, bon, pas vraiment pour finir, mais avec les forêts, est-ce que vous savez, alors il y en a plusieurs, mais un des représentants principaux des forêts, vraiment un des représentants majeurs dans l'astral des forêts, qui est un ancien dieu. En fait, c'est qui le dieu des forêts? Pour nous, Français, par rapport à notre éducation, parce que si on va en Asie, on va tomber sur d'autres vibrations à travers l'énergie des dragons, tout ça. Mais si on est, ici en Europe, le dieu Pan, vous savez ce faune qui joue de la flûte de Pan? Et qui était, réputé pour courir après les nymphes et avoir une certaine lubricité. En tout cas, c'est ce qui a été présenté par l'Inquisition. Parce qu'ici, ils avaient un corps nu avec des pattes de bouc, lubrique et en plus représentant de Dame Nature. Donc lorsque l'Inquisition a décidé de patriarcaliser un petit peu, tout le règne religieux, ils ont diabolisé un des représentants de Dame Nature et c'est notre image du diable, corps nu avec des pattes et etc. Pan donc, effectivement, hein, c'est, un dieu, alors pas de la lubricité, c'est le dieu de la fertilité. Il y a une nuance. C'est le dieu des forêts. C'est un des dieux du chaos, c'est-à-dire, le chaos, c'est le phénix, hein, c'est pas, le bordel, c'est renaître à partir du chaos. Attention. C'est un des dieux du temps, enfin voilà, il a plein de représentations. Mais là, ce qui nous intéresse donc, c'est en tant que représentant de dieu des forêts, parce que du coup, on peut l'appeler à tout instant dans toutes les forêts, de toute façon, par essence, il s'y trouve d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut savoir des choses sur les bois qui sont assez géniales. Quand on travaille avec Pan, on a cette interreliance mycélium. Donc, on est connecté à toutes les forêts du monde, à toutes les plantes du monde. Ça passe par les algues pour traverser les océans. Et on peut se connecter à une forêt aborigène alors qu'on est ici en France, sans aucune difficulté, parce qu'on peut passer par ce genre d'éléments. Quand on travaille avec Pan, il y a une vraie ouverture et on ressent la forêt. Quand on va en forêt, moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'est la première fois de ma vie où en entrant dans une forêt, je me suis dit: «Mais elle souffre cette forêt» et 200 mètres plus loin, je me suis trouvé dans une zone dévastée pour y mettre, un pylône, avec, une antenne, téléphone. Heu, la zone dévastée, je l'avais pas vue, hein, en rentrant et là, j'ai compris et ça, avant, je le sentais pas. Je serais tombé sur le pylône, mais j'aurais pas ressenti la forêt qui souffre, si vous voulez. Ou au contraire, on ressent quand la forêt, elle est super bien et avec laquelle on peut interagir dans ce bois pour recevoir aussi. Parce que demander à recevoir, on se sent bien dans les bois, on reçoit sur une forêt qui souffre, on va un peu tirer sur la corde. Alors que là, justement, il y a cette interrelation qui fait qu'on peut, soigner la forêt parce qu'on ressent qu'elle souffre
et se connecter à plein d'autres éléments. Des questions sur quoi? Et donc pour terminer avec, les forêts et les arbres en particulier, parce que dans tout ça, je vous montre un petit peu, mais c'est comment s'y connecter. Bon, je vous ai dit déjà le fait de demander à rentrer dans la forêt, il y a des portes qui s'ouvrent, mais aussi se connecter à un arbre, c'est ce qu'on appelle la sylvothérapie. Vulgairement, parce que ça porte à sourire, c'est faire des câlins aux arbres. Bon, ça va plus loin quand là, c'est un arbre, hein, la sylvothérapie. C'est se connecter à l'arbre. Et se connecter à l'arbre, c'est se connecter à notre arbre de vie, à notre relation. Est-ce que je suis bien incarné ou est-ce que je suis bien ouvert là-haut? Est-ce que je suis complètement perché? Est-ce que je suis complètement enraciné? Mais l'arbre, c'est aussi l'arbre généalogique. Donc, ça veut dire que la sylvothérapie, c'est se reconnecter à ses ancêtres et à toute sa lignée fondamentale. C'est libérer des mémoires transgénérationnelles ou en reconnecter si besoin. Donc c'est à la fois se connecter à l'arbre, se connecter à soi, se connecter à la forêt, se connecter à nos ancêtres, se connecter au grand tout. Donc la sylvothérapie, c'est pas faire un câlin à un arbre, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que ça a le vent en poupe, parce que les personnes qui le font, bah, vont ressentir certains de ces éléments que j'ai pu évoquer. Il y en a plein d'autres. Quand on fait la sylvothérapie, c'est pas je m'approche d'un arbre et je me colle à lui. Parce que si moi je viens vers vous, je m'approche de vous, je vous prends dans les bras, bah, peut-être vous n'aviez pas envie, hein. C'est un petit peu particulier quand même, hein, ça peut être très mal interprété. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'arrive pas par derrière, une tape sur l'épaule qui vous fait faire un bond. Je me manifeste dans votre champ de perception, soit audible, soit visible. Bah, l'arbre, c'est pareil. Je vais commencer à ressentir où est la limite de son aura, à essayer de retrouver une distance. Si je ne ressens pas, je me mets une distance que j'estime respectueuse. Et là, j'avance avec la volonté de me faire ressentir par l'arbre pour pas le prendre en surprise. Donc du coup, quand je m'approche, j'y vais avec douceur, en essayant de sentir que je suis accueilli. Parce que je peux être repoussé aussi. Et dans ces cas-là, je vais voir un autre arbre. Je m'approche et à un moment, je peux peut-être venir au contact. La sylvothérapie, ça peut être à distance ou au contact. Ça, c'est comment vous sentez les choses. Le contact, ça peut être une main, ça peut être le front, ça peut être un câlin, effectivement. Ça peut être adossé, assis, il n'y a pas de règle. Ou ça peut être à distance respectueuse. Et là, je laisse quelque chose se faire à l'intérieur de moi. Une volonté d'entrer en communion avec l'arbre. Pareil, il faut pas imaginer que c'est impossible ou magique. Quand je parle avec vous, je suis en communion avec vous. On échange, hein, ça se fait tout seul. Ah là, c'est ça. Sauf que ça passe pas par les mots, ça passe par l'intention. Je me relie à l'arbre. Et là, j'accueille. Est-ce que c'est un arbre qui va m'enraciner? Est-ce que c'est un arbre qui va m'ouvrir? Est-ce qu'on a des arbres clowns, hein? Je vais me mettre à rigoler ou au contraire, je vais me mettre à pleurer parce qu'il est en train de nettoyer, il est en train de révéler, il est en train de rappeler des souvenirs, il est en train de me faire comprendre quelque chose, il est en train de me reconnecter aux autres arbres. C'est toute la forêt que je ressens. Ici, ça dépendra de vous à l'instant T et de l'arbre avec lequel vous êtes en interaction. Donc, vous allez le faire avec un arbre, vous allez le faire avec un autre, vous sentirez des choses différentes et complémentaires. La sylvothérapie, on peut prendre un arbre au hasard, un arbre distinct parce qu'il a été déterminé, ou un arbre qui nous appelle, donc un arbre avec lequel on ressent dès le début quelque chose. Parce qu'il est rigolo, il est tordu, parce qu'il a des feuilles, parce que je sais même pas pourquoi, il a rien de spécial, mais c'est celui-là que j'ai vu en premier. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous ressentez les choses. On est dans le ressenti, on n'est pas dans le mental. Donc, prenez le ressenti et mettez le mental par-dessus. Vous avez le droit d'avoir des doutes, mais il y a eu le ressenti avant. Dépassez ces doutes. Et là, vivez ce que vous avez à vivre. Personne peut, moi j'envoie des formations à la sylvothérapie, ça me fait doucement sourire. Parce que ça prétend que je vais gérer ce que l'arbre va faire, mais pas du tout. On n'est pas du tout maître de ce qui se passe. On est dans un échange. Quand je parle avec vous, si je suis en train de dominer la conversation, je ne parle pas avec vous, hein. Je suis en train ou d'enseigner ou d'imposer. Mais si on est dans un équilibre, je ne sais pas où elle va aller cette discussion parce que par rapport à ce que vous allez me dire, ça va réorienter quelque chose. Et ben, c'est exactement ça. On ne peut pas savoir avant d'être connecté à l'arbre qu'est-ce qu'on va vivre. Donc, il n'y a pas besoin d'une formation, il y a juste besoin d'une volonté du cœur et d'y aller en disant tant pis pour le ridicule, si ridicule il y a. Et vous verrez que ça ne peut pas ne pas marcher. On peut avoir la sensation qu'il ne s'est rien passé, mais après on a des signes ou des choses qui se passent et qui disent c'est bizarre. Enfin, on s'en rend même pas forcément compte, mais il se passe des choses derrière qui ne se seraient pas produites si on n'était pas passé par cette action. Et on peut même le faire en disant allez, c'est n'importe quoi, je vais le faire, c'est rigolo. Si on le fait, ça marche quand même. Donc on peut même emmener quelqu'un de sceptique. S'il joue le jeu juste pour le fun, il va se passer quelque chose. C'est ça qui est génial. On n'a pas besoin d'être complètement ouvert, complètement perché pour vivre quelque chose avec les plantes.
Donc maintenant qu'on a fait le tour en forêt, on va se rapprocher un petit peu, de chez nous petit à petit avec, les plantes, particulièrement les plantes au jardin, mais on va généraliser. On va généraliser parce que, ça se passe aussi en extérieur quand, par exemple, on va cueillir des fleurs. On va cueillir, un bouquet, ou même qu'on va cueillir, des herbes. Moi, quand je vais ramasser l'ail des ours, je cueille. Bah, la plante, quand tu la cueilles, elle crie. Alors c'est quelque chose qui a été, scientifiquement établi. C'est pas un cri comme nous on l'entend, mais elle émet une fréquence qui peut être associée à un cri. Alors si ça vous intéresse, hein, c'est une base de données BioRxiv. Vous pouvez la retrouver, hein, c'est vraiment tout un travail qui a été fait là-dessus par rapport aux fréquences pour voir que quand on la casse, elle hurle. Donc attention, ici, n'en faites pas une obsession de se dire: «Ouh là là, faut plus que je cueille des fleurs», parce que quand la vache, elle broute, elle se pose pas la question. C'est juste que quand on va cueillir une fleur et qu'elle hurle, on met une forme quand même de traumatisme dessus. Si, par cette même intention dont je vous parle depuis le début, on amène à la plante l'idée qu'elle va être cueillie, elle va rentrer son énergie. Donc vous êtes là, vous dites: «Voilà, je veux cueillir mon muguet». Je préviens le muguet que je vais le cueillir. Donc juste, j'envoie cette intention. L'énergie du muguet descend en racine et quand on va le cueillir, il y a plus ce cri. Et là, je vous invite à faire l'expérience, je l'ai fait. Un bouquet au même endroit, hein, cueilli sans prévenir, puis ensuite en prévenant, j'ai mis côte à côte, même eau, même machin, j'ai eu 3 jours de floraison en plus. Donc il y a bien une différence derrière. Ça, je vous inviterai à essayer. Je l'ai fait, c'était pas le muguet, je l'ai fait avec les jonquilles sauvages, mais c'est pareil. Heu et je les ai cueillis vraiment dans les mêmes conditions, un mélange, voilà, pour que ce soit équitable. Voilà ce que j'ai pu observer et pour vous montrer un peu ça, cette vibration, qu'ont les plantes, cette émanation, je vous ai préparé un drôle d'appareil. Je ne sais pas si vous connaissez cet engin. Il y a 2 marques, hein, qui le font, PlantWave et Music of the Plant et c'est un appareil qui permet de canaliser la vibration d'une plante et de la transposer en musique. Parce que si c'est une fréquence, on pourrait la transposer en ce qu'on veut. Là, on va la transposer en son. Donc c'est pour ça que Laurent nous a ramené un chêne et un laurier, pour vous montrer qu'on peut avoir aussi 2 mélodies différentes. Donc on le connecte à la racine et à la feuille. Il faut qu'il y ait de l'humidité pour que ça se connecte. Alors bonne nouvelle, il pleut, c'est humide. Et normalement, on devrait avoir quelque chose si j'ai bien connecté aux racines. Donc là, je suis sur le chêne. Le chant du chêne. Tout le monde entend? Là, je peux mettre en guitare, hein. C'est-à-dire que comme c'est une fréquence, voilà, je change d'instrument. Mais c'est le chant du chêne. Si je retire, je fais plus rien. Si je remets, j'ai aucun bouton. Je lui laisse juste 2 secondes. Il est en attente pour qu'il se reconnecte. Et ça, c'est juste la fréquence de la plante qui est transposée en son. Ça détend. À la maison, je fais chanter mes plantes d'intérieur avec ces petites machines que je connecte sur une enceinte pour qu'il y ait un meilleur son. Et si je mets le laurier, on va essayer de voir quel son il peut nous apporter. Alors je connecte aux racines, hein, bien sûr, je n'abîme pas les racines. Il faut juste un contact. Je ne change rien au niveau de l'instrument. J'ai une autre partition. Non, je n'aurais jamais demandé si elles aimaient qu'on les fasse chanter. J'ai jamais eu de différence sur une. Alors, j'ai essayé, hein, une plante avec de l'eau, sans eau, une plante en souffrance ou pas. J'ai pas de différence de partition.
En tout cas, moi, j'en ai pas perçu à travers cet appareil. Heu, j'ai pas non plus perçu de différence quand je cassais une feuille. Donc le cri dont je vous ai parlé, c'est une autre émanation. Et ça fait partie en tout cas de voilà, la vibration d'une plante qui se transpose en musique. J'imagine que c'est une sorte de résistivité, je sais pas, hein, ce qui est pointé dans ça et ce qui arrive dans la feuille, en fait, c'est de mesurer l'intensité de la symphonie. Oui, c'est ça, ça va mesurer, oui, l'intensité électrique ou autre. Ce qui est rigolo, c'est que d'une plante à l'autre, tu n'auras pas la même mélodie et ça ne va pas marcher pour une pierre, en tout cas cet appareil-là, par exemple, ou même pour un humain. Évidemment, j'ai essayé de le mettre au doigt et et sous mes pieds, mais ça ne marche pas. Donc voilà, la musique des plantes, c'est sympa, hein? La référence n'est pas là-dedans parce que ça, je l'ai rajouté après avoir fait le bouquin. Mais par contre, vous allez sur, je peux vous donner, hein, Music of the Plant, ça c'est le site, ou Plantwave. Bon, c'est 400 balles l'engin, hein. Faut être motivé pour avoir la musique des plantes, mais c'est rigolo. Donc voilà, ça c'est joli, je trouve. Alors je fais chanter les orchidées à la maison, je fais chanter un peu tout le monde. Ça marche, alors par contre, ça marche très bien dans le jardin, c'est-à-dire que sur le romarin, on vient planter en dessous, il faut juste que ce soit humide. Donc si on est en été, vous arrosez et vous arrosez pour la conductivité. Ça marchera pas si c'est sec, mais ça, c'est là pareil. Voilà, petite anecdote rigolote. Vous pourrez réessayer après et même essayer sur d'autres plantes. Même dehors, hein, on a un if ici, racine, feuille, c'est toujours le même principe. Il y a beaucoup de câbles, donc vous pouvez vous amuser. Donc du coup, quand je vois ça, oui, je peux me dire, effectivement, elle peut aussi crier. S'ils émanent cette impulsion électromagnétique que nous, on transforme en son, c'est pas du son, on est bien d'accord, c'est vraiment une fréquence. Eh bien, le cri, il est mesurable aussi avec certains appareils. Donc voilà pour, l'idée que la plante, elle a cette vibration. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je vous propose maintenant de travailler avec les graines des plantes. Les graines, surtout dans nos potagers, elles ont été trafiquées à 99. Il y a quelques résistants qui arrivent encore à nous proposer des graines des légumes originaux, mais nous, on leur a donné de quoi survivre aux maladies, survivre aux insectes. On n'est pas encore dans l'OGM à pur dur, mais enfin, nos carottes ne sont pas les carottes d'antan, nos tomates ne sont pas les tomates d'antan. Il faut aller chercher quelques résistants pour en trouver. Et donc, dans leur vibration, forcément, quand on va manger une carotte, une tomate aujourd'hui, eh bien, elle n'a pas la fréquence originelle de la Terre. Eh bien, il y a une petite méthode sympa pour lui redonner cette fréquence originelle. Donc, même si elle va garder les modifications qui ont été réalisées dessus, d'un point de vue vibratoire, on va manger le potentiel initial d'une carotte ou d'une tomate. Pour ça, en plus, c'est très simple. Alors, il faut s'ouvrir à une autre présence, c'est le principe de la présence des archanges. Mais il y a un archange, l'archange Méaël, qui reconnecte les graines à leur source originelle. Donc du coup, il suffit simplement de mettre 1 kilo de graines de carottes, 1 kilo de graines de tomates, peu importe. Là, je parle bien de graines, hein, pas de semis. On est encore sur la graine. Et de demander à l'archange Méaël de leur redonner leur potentiel original. Et il va redonner à ces graines la connexion cosmotellurique initiale. Et ça va permettre ainsi d'avoir la vibration authentique dans nos potagers ou dans nos plantes intérieures si vous avez des graines de fleurs que vous souhaitez faire croître, tout simplement. Donc une petite astuce, hein, qui n'est pas de moi, Yann Lipnik, mais qui est très efficace. J'ai pu constater une carotte qui n'a pas passé par là et une autre carotte, quand on mesure sa fréquence énergétique, il y a une grosse différence quand même, je trouve. Ça n'a pas changé le goût, si vous me demandez. Dans les mêmes conditions, ça c'est la terre et comment on s'en sort. Là, je parle bien de la vibration. Un peu comme quand on boit de l'eau du robinet avant et après l'avoir dynamisée, elle a plus ou moins le même goût. C'est pas là qu'on va voir la différence. Par contre, dans ce qu'on reçoit, il y a une grande différence. Toujours dans le travail de Yann Lipnik, il a découvert qu'on pouvait activer la sève des végétaux. Donc activer la sève des végétaux, ça veut dire que les arbres, les plantes, dans notre début de printemps, quand on active, on les aide. C'est une poussée, vraiment une propulsion pour qu'elles puissent croître et augmenter leur floraison et par la floraison, augmenter la pollinisation. Donc si vous avez des plantes chez vous, dans votre jardin, dans votre intérieur,
plutôt dans le jardin du coup, puisque l'intérieur, elles ne vont pas forcément respecter ce cycle des saisons. Eh bien, activer la sève, ça va vraiment permettre d'augmenter derrière, tout le rendement et le potentiel. Quand je dis rendement, c'est soit par la pollinisation des fruits, soit par la floraison de la beauté végétale. Pour ça, c'est très simple, c'est notre intention. Je demande l'activation de la sève de cette plante maintenant, si cela est juste et bon pour elle. Il suffit de le dire comme je viens de le dire, avec l'intention, et ça va se produire. La difficulté, c'est que l'activation de la sève des végétaux ne se fait pas en fonction des essences au même moment. Donc moi, perso, ce que j'aime faire, c'est dans le jardin, fin d'hiver, je demande maintenant l'activation de la sève de tous les végétaux pour lesquels cela est approprié. Je refais la même chose une semaine après, une semaine après, une semaine après, pour qu'au rythme de croissance des végétaux, ça se fasse sur chaque plante distinctement. Parce que sinon, il faudrait que chaque brin d'herbe, je m'amuse à les faire. Ça peut être long. Et on peut faire chaque brin d'herbe. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, pour les amoureux des plantes et de la nature qui est assez magique parce que, alors là, c'est un peu mesquin, mais j'aime bien observer le voisin, son jardin et le mien, avec tous mes petites astuces et voir s'il y a des nuances. Et est-ce parce que je m'en occupe davantage ou pas? Moi, je trouve quand même que j'ai des plantes plus vertes et plus fleuries. Toujours de l'amour. Ah oui, leur donner de l'amour, ça va énormément les aider. Ah non! Ah pardon. Ouais. Ça est dans son appartement. On s'en fout, hein. Mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire que tu crées ce lien, comme on disait en sylvothérapie, où tu vas faire une relation et elles vont te le rendre. Parce que si tu crées un nom, c'est pas pour l'engueuler, c'est pour la respecter. Ça, elles vont le ressentir. Donc si, c'est une très bonne idée. Ça marche pour les plantes, dehors et les graines et tout ça? On peut passer aux plantes à la maison. Alors je vous ai fait ici alors attention, il y a toutes les plantes vont avoir un potentiel, mais je vous ai mis quelques plantes dans le fascicule, comme, la plante à caoutchouc, la plante à monnaie, l'orchidée, avec l'idée, un peu comme en lithothérapie, on va pas mettre n'importe quelle pierre à tel endroit, on va essayer de trouver quelle est l'émanation d'une pierre, qu'est-ce qu'elle va amener dans un lieu. Mais c'est pareil pour les plantes. Quand on va installer une plante à la maison, on peut s'en contenter exclusivement pour la beauté, auquel cas c'est vraiment de l'ornement et c'est tout à fait OK. Ou alors on peut s'intéresser à qu'est-ce qu'elle émane et du coup l'installer pour qu'elle puisse apporter cette vibration. C'est très utilisé par les Chinois en Feng Shui et ça peut être totalement utilisé par les Occidentaux pour eux. Donc par exemple, on va faire un classique. Si vous voulez travailler pour l'abondance, vous avez la plante à monnaie, vous avez l'arbre de jade. Ce sont des plantes que vous allez mettre par exemple dans votre bureau, dans votre lieu de travail. Ils vont apporter l'abondance financière puisque si c'est ça que vous visez, ça sera plus intéressant que dans une chambre dans laquelle on va chercher des plantes qui vont aider au sommeil, etc., etc., etc. Et donc, on peut essayer de trouver quelle plante va s'adapter à quelle pièce de la maison par rapport à ce qu'on veut recevoir et interchanger avec elle. Donc là, ici, je vous en ai mis quelques-unes, mais toutes les plantes vont avoir ce principe-là. À vous de voir comment vous pouvez dispatcher un peu ça. Comme en lithothérapie, toutes les pierres peuvent être mises n'importe où, mais on peut préciser pour que l'action soit menée de manière un peu plus intelligente. Les plantes vont avoir une orientation. On va prendre cet exemple du chêne. Lorsqu'il a été planté, ça bougeait pas, et il va planter sur une orientation en fonction des pôles magnétiques, nord, sud, est, ouest. Donc admettons, il a poussé comme ça. Quand aujourd'hui je le mets comme ceci, je désharmonise sa vibration et je désharmonise ses plans. Si je le remets dans l'axe dans lequel il a poussé, et là j'ai pu le vérifier aussi, ça augmente drastiquement son potentiel de croissance. Avant que je n'ai connaissance de cette information, mes plantes étaient mises en fonction de la lumière et puis de comment je peux observer le feuillage, comme nous tous. Le jour où j'ai eu conscience de ça et que je les ai remis dans leur croissance originelle, comment ils ont poussé lorsque la graine a été installée et comment elles ont commencé, j'ai vraiment observé une augmentation de la végétation chez moi, hein. Là, je parle de l'intérieur, les plantes en pot. C'est impressionnant d'ailleurs de voir à quel point elles ont grandi derrière pour les mêmes conditions d'ensoleillement, d'eau, etc. Donc, dehors, quand vous plantez un arbre, le posez pas tout court. Essayez de voir, avant qu'il soit chez vous, dans quelle orientation il était. Vous verrez qu'il va plus facilement s'enraciner et plus facilement croître, par exemple. Alors, pour connaître cette polarité, c'est assez délicat. Soit vous arrivez à visualiser, dans ces cas-là, la plante, vous lui demandez de vous montrer quelle est son orientation. Soit vous essayez de ressentir
Voilà. Là, ici, c'est des méthodes un petit peu plus complexes et ça mérite quand même de s'y attarder parce que derrière, on a un résultat fascinant. Vraiment, là aussi, j'ai pu observer et je vous invite à le faire. C'est génial. Si vous travaillez au pendule, est-ce que c'est quoi l'orientation de la plante, hein? Ça marche aussi très, très bien. Vous utilisez toutes les méthodes, à votre avantage, hein. Est-ce que, cette chakra principaux, Non, de ce que j'observe, moi, les plantes n'ont pas de chakra ni de méridien. Parce qu'en médecine chinoise, et ça, je pense que si, ça sera pareil pour les chakras qui sont en Ayurveda, on a les chakras chez les animaux. On a les méridiens chez les animaux. Les plantes et végétaux, on n'a pas ça. Après, sur Terre, on a des équivalents des points d'acupuncture et les équivalents des chakras. On les appelle des réseaux énergétiques, on les appelle des points, etc. Peut-être que les plantes ont quelque chose de similaire, mais à ma connaissance, j'en ai jamais vu ni constaté, ni même travaillé avec. Il y a le déplacement de la sève, il y a le fait que c'est quand même gorgé d'eau. Donc moi, je travaille là-dessus, hein, je les mets sur des ondes de forme qui vont permettre à l'eau d'être un peu plus saine et donc à la plante de croître. Mais travailler en acupuncture sur des plantes, j'en ai jamais entendu parler. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Je dis juste que pour le coup, je ne sais pas du tout. est-ce que énergétiquement, on peut ressentir la connexion à la terre et au ciel? D'une plante, oui, comme pour un humain ou comme pour un animal. Tu peux voir si elle a un problème aux racines, parce que tu vois que ta plante est complètement désenracinée dans l'astral, c'est qu'il y a un problème au niveau des racines. D'ailleurs, on pourra pas le faire aujourd'hui, mais quand on va planter donc une plante, on va faire plusieurs points. Déjà, si on peut évidemment, hein, on va essayer de laisser la plante choisir où elle veut être plantée. Alors ici, c'est assez rigolo parce qu'on a la plante en main. Alors je vous parle ou d'une petite plante comme celle-là ou d'un arbre, hein, qu'on peut tenir. Soit on visualise et on voit où est-ce qu'on va la planter, soit on laisse notre corps se déplacer sur le terrain. Et ça c'est vraiment sans aucun entraînement. On a la plante en main. Au début, on commence à marcher, puis d'un coup, c'est comme si on se laissait guider. Alors, on va avancer, on va reculer, on va se retrouver sur les côtés. On est vraiment un peu chahuté, j'ai envie de dire gentiment. Et puis tout d'un coup, on s'arrête, comme si nous, on était plantés. Et ben, c'est là que vous allez pouvoir mettre la plante. À ce moment-là, vous faites votre trou, vous mettez la plante, vous retrouvez son orientation, vous la plantez. Et une fois que vous l'avez fait, ce que vous pouvez faire, et ça va rejoindre ta question, vous visualisez l'enracinement. Vous visualisez les racines de la plante qui vont croître et vous lui redonnez cette connexion tellurique. Parce qu'une plante en pot, sa connexion tellurique, ou même un arbre qui a été déraciné, forcément, elle a été un petit peu malmenée. Déjà, vous lui redonnez dans l'astral et vous avez de fortes chances que ça se fasse dans la matière. Il y a 2 ans, on avait planté notre sapin de Noël ensuite en forêt. Je sais que c'est la forêt privée de Laurent, donc on avait le droit. Et ça a été absolument incroyable parce qu'on était dans la forêt, donc racines, pierres, et là où ça s'est arrêté, on n'avait ni racines ni pierres. On a dû couper aucune racine d'arbre autour. Il y avait vraiment un espace qui était idéal pour notre sapin, qui aujourd'hui, il est parti. Ça, c'était fascinant de voir, mais ça marche vraiment même dans des conditions où ça devrait pas être possible en fait. Il devrait y avoir des racines, on devrait être obligé d'abîmer des arbres pour. Eh ben non, parce qu'on a laissé l'arbre nous dicter où est-ce qu'il voulait être. Donc, il y a une interaction de vibration qui fait que ça peut profiter. Dans votre jardin, ça vous évitera de les mettre sur des réseaux telluriques ou des croisements qui vont bloquer cet enracinement ou le déranger, par exemple. Ou ça peut vous amener sur une forme de terre, c'est un peu comme des veines, hein, où ça sera davantage, ou même un ensoleillement ou autre. On n'a pas conscience de tout, mais la plante, elle va vous dire, mais moi là, j'aurai l'idéal pour pouvoir optimiser ma croissance. Donc si derrière, en plus, on lui active la sève régulièrement, c'est parfait. Et si en plus on invite des esprits de la nature qu'on verra après à l'habiter, alors là, c'est l'apothéose. Et pour terminer, les plantes peuvent être activées. Attention, je vous ai parlé d'activer la sève qui augmente la pollinisation, la floraison, la croissance. Là, je vous parle d'activer la plante elle-même. C'est complètement autre chose. Activer la plante, c'est déployer son potentiel, c'est déployer son aura, celle dont je vous ai parlé au tout début, et c'est déployer son champ de protection. Quand on active les plantes à la maison ou dans son jardin, c'est une aura protectrice autour de chez nous qui va éviter du coup les énergies négatives, les entités ou d'autres éléments d'entrer chez vous.
Donc c'est génial si si vous avez tendance à ramener des entités quand vous allez vous balader, faire vos courses, ou quand des gens viennent chez vous et qu'ils sont plutôt fatigués, en colère ou autre, et qui vont ramener des entités, bah, ça reste dehors. Si vous avez activé vos plantes, c'est vous voyez, une bulle de protection, hein. C'est du Harry Potter, hein. En gros, c'est ça. Et pour ça, c'est simplement, je demande l'activation de cette plante dans tout son aspect protecteur aussi longtemps que possible. Ça dure 2-3 mois. Alors évidemment, ça dure 2-3 mois si vous vous en occupez, parce que si votre plante, vous oubliez de l'arroser, elle va ramener toute son énergie pour être dans la survie. Mais si vous continuez de vous en occuper avec le cœur, eh bien, ce déploiement va rester. Vous n'avez qu'à réactiver la plante. Alors, si vous en avez plusieurs, je demande l'activation de toutes les plantes de ma maison. Vous avez cette bulle de protection qui est assez géniale. Et c'est là où, quand vous êtes ennuyé avec des entités ou des âmes qui viennent vous visiter la nuit ou autre, bah, mettez des plantes ou dans la chambre ou autour de la chambre. Demandez l'activation, c'est une protection. Une vraie protection qui est très efficace. Voilà pour ce que je voulais vous partager sur l'énergie des plantes. Vous avez d'autres questions? Alors on va faire la pause et on va enchaîner avec les esprits de la nature.